messieurs, bonsoir. Bienvenue au 19h de ce 11 mars. Voici les titres. Chute du prix du pétrole, le président de la République donne une série d'instructions lors d'une réunion extraordinaire hier. Le recours à l'endettement et au financement non conventionnel fermement rejeté. Les détails tout à l'heure. L'Union africaine au chevet de la Libye, le président de la République représenté demain par le Premier ministre aux travaux de la deuxième réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine. Le but, coordonner les positions internationales pour la reprise des négociations libyennes, loin de toute ingérence. Le président sahraoui réaffirme le droit légitime du peuple sahraoui à la liberté et à l'indépendance par tous les moyens et appelle à la mise en œuvre des exigences du plan de paix de 1991, déclaration faite à l'ouverture du Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le Sahara occidental. Enfin, l'Office national d'assainissement appelle les agriculteurs à l'usage des eaux traitées. Une grande partie de cette eau est perdue dans la nature chaque année. Exemple dans ce reportage à la station d'épuration de Boumerdes. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre journal. Mais avant de développer ces titres, ses condoléances, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté aujourd'hui ses condoléances aux familles du procureur de la République adjoint près le tribunal de Chachal Fawzi Mehdi, sa femme et de leur fils décédés par asphyxie au monoxyde de carbone. Dans un message sur son compte Twitter, le président a écrit « J'ai appris avec une grande affliction la nouvelle du décès du procureur de la République adjoint près le tribunal de Chachal, de sa femme, de leur fils par asphyxie au monoxyde de carbone, un phénomène qui décime nos citoyens, faute de vigilance envers ce tueur silencieux. En cette circonstance douloureuse, je présente mes sincères condoléances aux familles des défunts et à la corporation de la magistrature. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons, a ajouté le président de la République. Et puis, cette réunion de travail consacrée à l'évaluation de la situation économique au lendemain de la chute drastique du prix du baril de pétrole sur le marché international. Le président de la République a donné une série d'instructions pour faire face à la situation. Le recours à l'endettement et au financement non conventionnel sont fermement rejetés. Kalima Haïfa. Après avoir entendu des exposés présentés par les membres du gouvernement présents à cette rencontre, le président de la République a instruit ces derniers à prendre toutes les dispositions qui s'imposaient pour juguler les effets de cette conjoncture néfaste sur l'économie nationale, mais aussi pour que les Algériens ne soient en aucun cas touchés ni dans leurs revenus, ni dans leur quotidien. Le président de la République, qui a rejeté de manière ferme le recours à l'endettement et au financement non conventionnel, a instruit le ministre des Finances pour la présentation immédiate d'une première loi de finances complémentaire pour lever certaines incohérences de la loi de finances 2020, pour y inclure des mesures afin de contrer les effets financiers générés par la crise actuelle et recouvrer les recettes fiscales et douanières non perçues. Il a également été chargé d'accélérer le processus de création de banques privées islamiques. Des instructions ont été données dans le même sillage au ministre du Commerce pour une gestion intelligente des importations sans que les Algériens ou l'économie nationale ne soient privés de quoi que ce soit, sachant que l'État dispose de moyens suffisants pour les années 2020 et 2021 pour ne pas subir des pénuries d'intrants industriels ou de produits nécessaires à la vie quotidienne. Comme il a instruit le ministre de l'Agriculture pour augmenter la production nationale afin de réduire d'au moins 50% l'importation de produits de consommation humaine et animale, notamment le maïs et les viandes rouges. Le ministre de l'Industrie et des Mines a été instruit pour sa part de mettre immédiatement en place tout le dispositif qui permette une production nationale basée sur une intégration d'au moins 70% de l'industrie légère, jusque-là maintenue artificiellement par la formule du CKD-SKD, et de relancer la construction mécanique avec un taux d'intégration au départ d'au moins 35%. Le ministre a été instruit également d'encourager sans aucune restriction la création de micro, petites entreprises et start-up et de lever toutes les formes d'entraves réglementaires et bureaucratiques à leur développement.
De son côté, le gouverneur de la Banque centrale a été instruit pour accompagner ce mouvement de relance de l'activité économique, de même qu'il lui a été ordonné, sous l'autorité du Premier ministre et en consultation avec le ministre des Finances, de verser à la réserve légale en or toutes les saisies douanières ainsi que le fonds de solidarité nationale qui était gelé depuis plusieurs décennies à des niveaux qui ne leur permettaient pas de servir de garantie. Enfin, le président de la République a ordonné aux membres du gouvernement de continuer à suivre, avec toute l'attention nécessaire, la situation en vue de prendre toutes les mesures qui s'imposent en cas de dégradation prolongée de la conjoncture pour qu'aucun Algérien ne soit touché par ces effets. L'Union africaine au chevet de la Libye, le président de la République a chargé le Premier ministre de le représenter aux travaux de la deuxième réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine. La réunion est prévue demain à Oyo, Congo. Elle vise à coordonner les positions internationales pour la reprise des négociations libyennes, loin de toute ingérence. Naïma Chekchek. Cette deuxième réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, qui se tiendra demain à Oyo, dans la République du Congo, vient soutenir les efforts de l'Algérie et coordonner les positions et les actions entre l'Union africaine, l'UA et l'ONU en vue d'aplanir le conflit en Libye et garantir ainsi l'unité et la souveraineté de l'État libyen, loin de toute interférence étrangère. Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Smaïl Chergui, qui se trouve déjà à Oyo, se dit lui optimiste quant au renforcement dans les prochains jours de la collaboration entre l'UA et l'ONU dans la recherche d'une solution au conflit libyen. Nous prospectons le procédé par lequel l'Afrique contribuera de manière plus importante pour appliquer ce dont il a été convenu à la conférence de Berlin. Deuxièmement, nous invitons le Conseil de sécurité et la communauté internationale à prendre ses responsabilités envers la Libye, car la situation s'empire et se complique davantage. Troisièmement, nous étudions de manière profonde comment tenir le Congrès pour le dialogue national libyen dont l'Union africaine est chargée de son organisation. Ce sont là les points qui concernent pour l'essentiel le programme d'action de cette première réunion du groupe de contact de l'Union africaine sur la Libye qui se tiendra demain. L'Algérie, qui participe à la résolution de la crise en Libye, présentera aux participants à cette réunion les résultats des nombreuses visites effectuées dans ce pays. 4 pays africains au total participeront demain à Oyo à cette première réunion du groupe de contact de l'UA sur la Libye. Il s'agit de l'Algérie, du Tchad, de l'Afrique du Sud qui assure la présidence de l'UA et du Congo dont le président Denis Sassou Nguesso préside le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Le président du Conseil de la Nation par intérim Salah Goudjel a reçu aujourd'hui Khaled El-Meshri, le président du Haut Conseil libyen, comme vous allez le voir sur ces images. Je suis très content de visiter mon deuxième pays, l'Algérie. Les Algériens et les Libyens sont un peuple uni. Nous sommes très contents également de la tenue des élections présidentielles en Algérie ayant abouti à l'élection du président. Nous suivons et nous valorisons l'initiative lancée par Monsieur le Président de la République. Nous sommes venus ici pour exposer la situation qui prévaut en Libye et par là même tenter d'aboutir à une solution interlibyenne avec l'aide de l'Algérie qui nous a accueillis à bras ouverts. Dans le reste de l'actualité, le général-major Saïd Chingliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, a procédé aujourd'hui à l'installation officielle du général-major Nourdine Hamli dans les fonctions de commandant de la 5e région militaire à Constantine, en remplacement du général-major Atamni Armar, désigné commandant des forces terrestres. Et ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à mettre en échec les tentatives de narcotrafic dans notre pays est grâce à l'exploitation de renseignements. Un détachement combiné de l'armée nationale populaire a saisi hier dans la localité frontalière de Bni Ounif, wilaya de Béchar, une grande quantité de kif traités s'élevant à 10 quintaux et 50 kg. Dans le même contexte, un autre détachement de la NPA
a intercepté en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Tlemcen 4 narcotrafiquants. En leur possession 9 kg de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Ouergla 3 autres narcotrafiquants. En leur possession plus de 2 kg de la même substance ainsi que 1126 comprimés psychotropes. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a intercepté à Ingzem 3 individus et saisi 2 véhicules et plus d'une tonne de denrées alimentaires, alors que 37 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Ouergla et Bourj Beji Mokhtar. Et puis l'épidémie de coronavirus sévit toujours dans le monde et l'un des pays les plus touchés par l'épidémie, la France, qui compte plus de 1700 cas et 33 décès. Par mesure de précaution, la prière du vendredi a été suspendue à la Grande Mosquée de Paris jusqu'à nouvel ordre. Pour plus de détails, nous retrouvons en direct Maître Chemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Bonsoir Maître Hafiz. Bonsoir madame. Pouvez-vous nous dire comment êtes-vous arrivé à cette décision et est-ce que d'autres mosquées pourraient être concernées par une décision similaire? Alors écoutez, ça fait maintenant depuis le début de cette infection que nous regardons avec beaucoup d'attention ce qui se passe. Et déjà aux 2 dernières prières du vendredi, l'imam au moment de l'khutbah a indiqué un certain nombre de recommandations, notamment sur les questions d'hygiène, de se laver les mains, de recommander aux personnes qui ont 70 ans ou plus et qui ont des maladies chroniques devraient éviter de venir faire la mosquée faire la prière à la mosquée, de la faire chez eux en privé, et que c'était considéré comme un acte de bienveillance et un acte totalement admis par notre religion. Mais en début de semaine, nous avons en contact avec les autorités sanitaires françaises qui interdisaient des attroupements de plus de 1000 personnes. Comme vous savez, la mosquée de Paris reçoit plus de 5000 fidèles le vendredi à la mosquée de Paris. Et c'est dans ce cadre-là, en concertation avec les imams de la mosquée de Paris, que j'ai décidé de suspendre donc cette prière du vendredi, en précisant que les 5 prières quotidiennes étaient encore assurées à la mosquée de Paris, mais de préférence que les fidèles fassent la prière chez eux, et bien évidemment de rappeler aux personnes âgées que ce coronavirus pouvait les atteindre plus facilement, surtout lorsqu'ils avaient des maladies chroniques. Et j'ai appelé l'ensemble des mosquées de France qui ont des salles de prière qui contiennent plus de 5000 fidèles de choisir la même voie. Alors, j'ai également demandé, nous avons une mosquée qui se trouve à l'Institut des cultures d'islam dans le 18e arrondissement, qui est une propriété de la mosquée de Paris et qui contient 600 fidèles. J'ai donné des instructions au personnel dans cette salle de prière de prévoir donc la réception des fidèles pour ce vendredi. Le Conseil français du culte musulman a suivi cette proposition et je crois qu'aujourd'hui, dans toute la France, des mesures ont été prévues pour éviter la propagation de ce virus à travers les salles de prière. C'est quelque chose de fondamental. Nous avons fait un appel aux fidèles musulmans pour leur dire qu'en tout état de cause, il y a des fondements juridiques de la foi islamique qui donnent la possibilité aux fidèles musulmans de prier chez eux. Maître Hafiz, pouvons-nous nous attendre à d'autres mesures en cas d'aggravation de l'épidémie? Alors, nous sommes en contact, au moment où je vous parle, je suis en contact toujours avec des médecins et avec les services du ministère français de la Santé. Et s'il y a une aggravation de la situation, nous envisageons de fermer carrément la mosquée, qui est quand même un lieu de culte extrêmement visité. C'est un des édifices les plus visités de Paris. Et donc, je dois faire attention pour éviter que la propagation passe par notre mosquée. Donc oui, nous prendrons des mesures, si c'est nécessaire, beaucoup plus fermes pour
attendre. J'espère que cette épidémie va voir son pic de décroissance s'effectuer rapidement. Merci Maître Shamseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui était en direct avec nous. Et puis, troisième pays le plus touché par le nouveau coronavirus, l'Italie. Tout un pays est mis sous cloche suite à la décision du gouvernement de Rome. Ce dernier prie les Italiens de rester chez eux via un décret. Contacté en direct hier, le consul général à Milan, l'une des villes les plus atteintes du pays, nous a assuré de l'absence d'Algériens parmi les personnes malades enregistrées. Le point sur la situation avec Saïda Mayouf. Le nouveau coronavirus, un danger désormais planétaire face auquel les grands acteurs économiques de la planète injectent des dizaines de milliards de dollars pour éviter un désastre, perturbe de plus en plus la vie quotidienne des populations, de la limitation des déplacements aux fermetures en cascade de lieux publics. L'Italie en est un exemple probant, un pays de plus en plus isolé avec la multiplication par certains de ses voisins des mesures de précaution. Autriche et Slovénie en tête, tandis que les grandes compagnies aériennes l'évitent et que les touristes la fuient massivement. Situation unique, l'ensemble des Italiens sont appelés aujourd'hui à rester chez eux pour la deuxième journée consécutive dans le contexte d'une explosion du nombre des victimes de la maladie qui ont atteint 10 100, dont 631 ont perdu la vie. Du Colisée à la Tour de Pise, le gouvernement a fermé les portes de tous les musées et monuments. Les restaurants et lieux publics baissent le rideau dès 18 h. À Milan, ville en couvre-feu, les rues se vident des populations qui circulent ou se déplacent. Les gares restent désertes avec de nombreux trains annulés. Conséquence, les écoles de la région de Madrid restent fermées. Une décision similaire a été prise à l'échelle de toute la Pologne et de l'Ukraine qui ont ainsi emboîté le pas à une quinzaine d'autres pays. Concernant les ressortissants algériens établis à Milan, une des villes les plus touchées par l'épidémie, le consul général d'Algérie à Milan a tenu à rassurer que fort heureusement, aucun cas de contamination n'est à déplorer parmi nos ressortissants. Direction la ville italienne de Bologne, une des villes touchées par le coronavirus, pour retrouver le président de l'association Une Canne pour l'Afrique, Nourdine Amerouche, un Algérien installé dans cette ville. Bonsoir Monsieur Amerouche, comment nos ressortissants vivent-ils ce confinement général ? En ce moment, on est en train de vivre en Italie et spécialement à Bologne et en Lombardie une situation un peu dramatique pour le coronavirus. On a des règles à respecter. Notre communauté algérienne, bien sûr, aussi les Italiens se doivent comporter d'une certaine manière. On ne peut pas sortir de notre commune ou de notre mairie. On ne peut pas voyager. On peut aller au marché, faire les courses. Il y a tout ce qu'il faut. Mais on doit circuler avec les masques. Tous les restaurants sont fermés. Tous les magasins sont fermés, à part les pharmacies et à part les supermarchés où on peut acheter tout ce qu'on veut. Mais on doit circuler avec les gants, avec le masque pour respirer et pour ne pas avoir des problèmes. On espère supérer cette situation, disons, dramatique pour nous, parce qu'on n'est pas habitué. Donc, c'est bon. Voilà, la communauté algérienne de Bologne et italienne aussi doit se comporter comme tous les Italiens. S'ils ne peuvent pas bouger, on ne peut pas bouger, on ne peut pas voyager. Donc voilà, c'est notre situation en ce moment à Bologne. Et tout le monde travaille, tout le monde travaille. On essaie de travailler, on essaie d'avancer. On essaie de combattre ce virus comme a fait la Chine, comme ont fait les Chinois. Bien sûr, voilà. Merci Monsieur Nourdine Amerouche en direct de Bologne, la ville italienne fortement touchée par le coronavirus. Et suspension des vols et vers Rome, la capitale italienne, annoncée aujourd'hui par la compagnie nationale Air Algérie, et ce à partir de dimanche prochain. Mesure à titre préventif en raison de la propagation du coronavirus dans ce pays, indique un communiqué de la compagnie nationale. Les clients impactés par
mars. Ces annulations peuvent changer de réservation sans frais auprès de leurs agences, leur agence, a ajouté Air Algérie. La compagnie aérienne nationale avait suspendu le 9 mars dernier les vols à destination de Milan. Et le président sahraoui Brahim Ghali a réaffirmé aujourd'hui au camp de réfugiés sahraouis d'Aousserd que le peuple sahraoui défendra son droit légitime à la liberté et à l'indépendance par tous les moyens, soutenant que son peuple cherche à construire son État indépendant et vivre libre et digne comme le reste du monde. Nous nous demandons que le droit dont jouissent tous les peuples du monde, a déclaré Ghali dans son discours à l'ouverture du Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le Sahara occidental. Le chef de l'État sahraoui a expliqué à cette occasion que le conflit actuel entre la République sahraoui et le Royaume du Maroc n'a besoin que de mettre en œuvre les exigences du plan de paix de l'Union africaine et des Nations unies de 1991 qui a été signé par les deux parties et ratifié par le Conseil de sécurité des Nations unies. Et dans le pays, retour plutôt dans le pays pour parler agriculture, immigration, plutôt irrigation pour être plus précise. En cette période de stress hydrique, l'Office national d'assainissement appelle les agriculteurs à l'utilisation des eaux traitées et pour cause, une grande partie de cette eau est perdue dans la nature chaque année. Exemple, la station d'épuration de Boumerdès, Saïda Maïf. À Corso, dans la wilaya de Boumerdès, l'exploitation Rahmoun de 40 hectares est une belle réussite et pour cause, des terres laissées en jachère depuis des décennies sont devenues des surfaces de haut rendement en raisin de table. L'heure est à présent à la taille. En 2001, ces terres étaient complètement désertées. Nous les avons labourées et grâce aux eaux épurées de la steppe de Boumerdès, dont la qualité est très riche, nos terres produisent un raisin de table d'une excellente qualité grâce au système de goutte à goutte. En effet, l'augmentation de la productivité revient notamment à la disponibilité de la ressource hydrique qui n'est autre que l'eau traitée émanant de la station d'épuration des eaux usées de Boumerdès. Cet agriculteur, il a bénéficié de l'assistance et l'accompagnement de l'État pour la réutilisation des eaux épurées qui sont une richesse très importante pour les agriculteurs. Elle est très riche, même en matière d'engrais. L'agriculteur, là, il bénéficie, il peut même réduire de l'utilisation des engrais par rapport à ces eaux. Un autre exemple, une exploitation agricole d'une 50aine d'hectares, un verger viticole qui souffre d'un stress hydrique aigu. Pour y remédier, l'investisseur et avec l'appui de l'Office national de l'assainissement l'ONA procédera très prochainement à l'irrigation de ces terres par les eaux traitées. Je cultive 2 variétés de raisins dans ces vergers, le Red Globe et Sabel. Ce sont 2 qualités supérieures. Mon grand souci est le manque flagrant d'eau. Mais prochainement, je vais irriguer mon champ par l'eau purifiée de la steppe. Actuellement, l'Office national de l'assainissement gère 154 stations d'épuration. Avec un volume d'eau épurée produit annuellement de l'ordre de 252 millions de mètres cubes, donc qui est rejeté dans la nature. Donc ces eaux-là, c'est vrai qu'elles sont épurées, et d'un côté c'est pour la protection de l'environnement, mais d'autre côté, par rapport à l'agriculture, donc ça constitue une ressource supplémentaire pour l'agriculture. Donc nous invitons les agriculteurs pour réutiliser cette eau-là. Nul doute, l'eau purifiée de la steppe de Fous, disposant d'une capacité de 5 millions de mètres cubes annuellement, peut constituer une alternative à l'eau conventionnelle dans l'irrigation des terres agricoles, notamment en période d'été. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée avec le reste des programmes sur Canal Algérie.